vous écoute donc sur cette histoire de la fabrique du consommateur, Anthony Galizzo. Oui, merci beaucoup. Alors, pas de problème hein, pour le titre usurpé de sociologue, c'est pas grave. Euh, je tenais juste à le préciser pour pas être complice de la chose, mais je comprends que dans les médias, on parle de sociologie parce qu'en fait, le bouquin, justement, que j'ai écrit et qui a été publié à la découverte en juin dernier, c'est la socio-histoire de la consommation. Donc, on a une perspective à la fois sociologique et historique. Sociologique parce qu'en fait, je me suis intéressé à la consommation en tant que phénomène dans les mœurs, comment notre vision du monde, du moral, de la morale, du normal, de la normale, a évolué en fonction d'un changement d'infrastructure économique. Alors, ce qui m'a motivé à faire cette recherche, c'est qu'on n'avait pas jusqu'à présent de publication générale sur le thème, c'est-à-dire que vous trouvez des bouquins d'histoire de la consommation qui sont très spécialisés sur quelques années ou quelques dizaines d'années, et souvent en langue anglaise. On n'avait pas d'histoire générale en langue anglaise, en langue française, pardon. Et par contre, on a des tas de bouquins qui sortent régulièrement chaque année, même on pourrait le dire sur la consommation, mais ce sont des essais qui ont une vision généralement, une perspective assez pamphlétaire, essayiste. Donc là, ce que j'ai essayé de faire, c'est un compte-rendu de la recherche, un état de l'art des publications en la matière. Alors, pour commencer, déjà, on peut s'interroger sur le terme de société de consommation, sa signification, parce que forcément, pour étudier un objet, il faut délimiter vraiment un périmètre et essayer de s'entendre sur une définition initiale pour ne pas partir dans tous les sens. La définition que je vous propose est la suivante. La société de consommation, c'est une société où des individus consomment des produits qu'ils n'ont pas réalisés, produits eux-mêmes, et ce, de manière massive. Et en fait, on se rend compte que, à partir de cette définition, on peut considérer que la société de consommation est très récente puisque elle date de la seconde moitié du 19e siècle, c'est-à-dire le moment où on est passé d'une économie autarcique paysanne, où vous aviez tout un ensemble d'îlots autarciques humains dans tout l'Occident, dans le monde entier, qui produisaient un peu de tout un ensemble de choses, de tout un ensemble de denrées qui étaient nécessaires à une consommation directe. Donc il n'y avait pas de coupure entre producteurs et consommateurs. Les collectivités humaines, à part quelques zones urbaines qui restaient très minoritaires à l'époque, les communautés humaines étaient massivement paysannes. Le monde était une immense paysannerie, comme disait Brodel, et chacun produisait, contribuait à la production qui était une production vraiment en lien à des besoins immédiats. Alors là, si j'ai mis dans ce diaporama une image de restaurant, parce que comme plein d'autres scènes urbaines aujourd'hui, ça illustre bien la société de consommation, c'est-à-dire qu'on est là face à des gens qui se rendent dans un lieu pour consommer des aliments qu'ils n'ont pas cultivés, élevés pour la viande eux-mêmes. En fait, on a une espèce d'opacité comme ça qui est générée par tout un ensemble d'intermédiations de marché. Voilà, donc on peut faire débuter cette histoire au milieu du 19e siècle parce que c'est le moment où on a tout un ensemble de phénomènes qui vont permettre l'extension de la division du travail et qui vont permettre de comment dire, enfin, qui vont faire s'éloigner les producteurs et les consommateurs. Alors, pour être, là on est sur un schéma un peu dichotomique, je vais vite et je résume à la truelle, là c'est normal parce qu'en fait on peut difficilement résumer en 20 minutes un bouquin qui lui-même une espèce de résumé d'une littérature qui est assez foisonnante, mais pour faire une dichotomie de manière un peu pédagogique, comme ça on a d'un côté donc une économie de subsistance traditionnelle où vous avez des hommes qui manipulent des objets qu'ils ont fabriqués eux-mêmes ou qu'ils ont vus fabriquer. Par exemple, vous êtes dans un village, vous n'avez pas fabriqué vous-même votre chaussure, mais vous avez vu le cordonnier le faire, l'artisan le faire. Donc il n'y a pas de mystère en fait, il n'y a pas de halo de mystère autour de l'objet. Vous savez comment il est produit, de quoi il est constitué, etc. Euh, en regard de cette économie, l'opposé de cette économie, dans une économie de marché qui donne lieu à une société de consommation, au contraire, on a un objet qui est conçu au loin, c'est-à-dire qu'il il est conçu à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres, dans une usine, selon des procédés qui sont opaques, inconnus. Et quand bien même on peut se renseigner sur ces procédés, pour maîtriser, pour connaître la constitution de chacun des objets qu'on consomme aujourd'hui, il faut être en mesure de se renseigner sur de multiples procédés d'ingénierie. Là, on n'aurait pas assez d'une vie pour se renseigner sur les multiples procédés de fabrication qui donnent naissance à chacun des objets qui nous entourent, objets qui en plus sont, au fil de l'histoire, de plus en plus complexes, électroniques, informatiques, etc. Alors, dans une économie de marché, l'objet est conçu au loin,
Et on a un phénomène, un processus qui s'appelle le processus de fétichisation, c'est-à-dire que l'objet ne partant plus de la communauté, n'étant plus produit et consommé à l'intérieur d'une même communauté de producteurs et de travailleurs paysans, on a des objets qui nous viennent de loin, donc, et qu'on va pouvoir fétichiser, c'est-à-dire qu'ils vont être recouverts d'un halo d'ignorance. J'ai une citation ici de Marx des Grundrisse qui est assez intéressante à cet égard. Pas plus qu'on ne découvre d'après le goût du blé la personne qui l'a cultivé, on ne voit dans ce procès les conditions dans lesquelles il s'est déroulé, si c'était sous le fouet brutal du surveillant d'esclaves ou sous l'œil inquiet du capitaliste, si c'est Cincinnatus qui le fait en cultivant ses deux arpents, ou le sauvage qui abat une bête armée d'un seul caillou. Vous voyez là, quand on est face à un objet dans une société moderne, capitaliste, contemporaine, on est face à un mystère, c'est-à-dire qui est le producteur, euh, comment cet objet a-t-il été produit? Est-ce qu'il a été produit par un ensemble, par un collectif d'ouvriers autogérés, ou est-ce qu'il a été produit par une main-d'œuvre esclavagisée d'enfants quelque part dans une usine en Asie du Sud-Est? Voilà, on a des moyens de le savoir, ou on croit avoir des moyens de le savoir en fonction justement de tout un ensemble de systèmes de labels, de marques. On va voir ça tout à l'heure, justement. Mais dans la structure du marché, on a une opacité de ces rapports marchands parce qu'on est dans une intermédiation, comme ça, dans une extension de la distance qui sépare une multitude d'intermédiaires producteurs et le consommateur final. Alors, illustration à nouveau dichotomique de ce phénomène, avec ici la viande de cochon. Vous voyez, à gauche, vous avez une image qui est le tueur du cochon, une figure assez célèbre dans l'anthropologie française, anthropologie des paysans français. Voilà, la saignée du cochon, la tuerie du cochon, c'est une tradition ancestrale qui est encore perpétuée aujourd'hui dans certaines familles, dans certains coins de la France. On élève un cochon et chaque année, on le tue environ à la Toussaint pour ensuite en faire des conserves et consommer sa viande tout au long de l'hiver. Euh, c'est un rapport, ça illustre bien ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que c'est un rapport vraiment direct à ce qui va devenir un objet. On a un animal qui ensuite va devenir un objet. Mais le paysan, dans le cas précis, quand il mange une entrecôte, le terme pour lui, c'est pas simplement une catégorie au rayon boucherie du supermarché, ça a une signification profonde parce qu'il est allé chercher cette viande lui-même dans les entrailles encore chaudes du cochon, entre les côtes justement. Donc il sait faire un rapport entre des pièces de boucherie et des repères anatomiques. Il est allé chercher la viande qu'il consomme, ou il l'a vu chercher, alors aujourd'hui, quand on va acheter des saucisses de porc, par exemple, au rayon d'un grand supermarché, il y a une sorte de médiation marchande, c'est-à-dire que ça a été apporté là par un camion réfrigéré à partir de tout un ensemble de centrales d'achat qui ont eux-mêmes acheté ça à partir de traders, de brokers, d'élevage hors sol. La plupart des cochons qu'on consomme ici, de la viande de cochon qu'on consomme en France, ça vient des élevages hors sol de Bretagne qui exportent aussi jusqu'en Chine ou en Russie. Voilà. Et là, on a un rapport halluciné à la marchandise, c'est-à-dire que je peux consommer autant de la viande de cochon sans en avoir vu un, et sans savoir exactement quels sont les constituants de la viande. Donc concrètement, là, je mange des saucisses de porc. D'où vient exactement, de quelle partie de l'animal vient cette viande, au niveau de l'enrobage, est-ce que c'est bien des tripes de porc qui englobent cette viande, ou est-ce qu'on a un mélange de tripes de cheval et de viande de porc, enfin voilà, ça devient complètement opaque. Et on a un rapport halluciné à la marchandise, euh, et ça va appeler un certain travail, puisqu'on a cette désintermédiation, c'est-à-dire que on ne produit plus soi-même ou on ne se fournit plus auprès d'un producteur qui vient de la communauté. Donc les objets, notamment là je prends les denrées alimentaires qu'on va consommer ne sont plus liés à une personne issue de la communauté, ils sont liés à une entité anonyme, lointaine, une usine au loin. Alors pour nous c'est un peu évident et il n'y a pas de problème de confiance aujourd'hui pour nous pour consommer comme ça des produits qui viennent de très loin sans savoir exactement de quoi ils sont constitués. Mais ça posait problème au moment où l'industrie agroalimentaire a émergé fin 19e siècle, ça a posé de grands problèmes parce que les gens voilà, avaient du mal à adhérer à ces nouveaux produits sous conserve, etc. Et il a fallu les persuader. Et un des outils de persuasion, ça a été ce qui a émergé à l'époque, en même temps que l'entreprise multidivisionnaire,
en même temps tout un ensemble de procédés de marché nouveaux, c'est la publicité et la marque. La marque est là pour réchauffer des liens morts, c'est-à-dire que voilà, vous achetez, comme ici, une marque, un pot d'avoine. Cette avoine, il ne vient pas de la communauté, il vient d'un producteur lointain et inconnu. On va réincarner et réchauffer les liens en inventant un personnage, vous voyez là, Quaker Oats, avec son père pèlerin, rassurant et bonhomme. On va créer ce personnage et le mettre en scène dans tout un ensemble de situations familiales rassurantes, chaleureuses, pour réinstaurer de la confiance et réincarner un produit. Autre dispositif de marché qui émerge à l'époque, c'est les grands magasins. Alors, les grands magasins, vous avez à l'époque, avec les grands magasins, l'émergence du shopping et l'invention du shopping. Vous avez donc tout un ensemble de grands bâtiments qui émergent et qui vont inventer ce qu'on appelle aujourd'hui le merchandising, c'est-à-dire toute une façon de mettre en scène les objets dans un espace qui est luxueux, qui est très vaste, doté de riches étoffes, de technologies en tout genre. Et vous voyez, bon là j'ai pas le temps de m'y attarder, mais vous avez tout un ensemble de techniques qui sont bien connues aujourd'hui des commerçants, qui sont très répandues, comme le fait de changer les rayons pour repousser régulièrement les gens à l'exploration, pour les amener ensuite, par tout un ensemble de procédés, à redécouvrir l'espace de vente, pour les amener, pour casser leur routine et ensuite les amener à passer devant certains rayons qu'ils ne fréquentaient pas jusqu'à présent, pour les resensibiliser et suggérer chez eux de nouveaux types d'achats, de nouveaux achats de produits. Je n'ai pas le temps de m'attarder ici sur toutes ces techniques, il y en a vraiment un grand nombre. Vous pouvez les voir, par exemple, ces techniques. En général, on les discute pas mal quand on se balade dans Ikea, par exemple, parce que Ikea, vous avez un parcours client assez resserré et imposé. Il vous impose donc de voir tout un ensemble de produits, et quand bien même vous savez exactement ce que vous voulez en arrivant, vous allez être soumis à une expérience visuelle comme ça qui a été préprogrammée. Alors on s'imagine que c'est très récent, alors qu'en fait c'est déjà quelque chose qui a été très réfléchi au 19e siècle par les créateurs du grand magasin. Les techniques aussi d'appropriation de l'espace, vous pouvez essayer les produits. Les produits ne sont pas là comme s'ils étaient dans un entrepôt, juxtaposés comme ça dans un espace froid, objectif. On est au contraire dans des mises en scène. On va mettre en scène un salon, on va mettre en scène une salle à manger, etc. pour faciliter la projection. Encore une fois, ça c'est des techniques qui ont émergé fin 19e siècle dans les grands magasins, comme l'essentiel de ce qu'on connaît aujourd'hui dans notre culture de vente, en fait, notre culture commerciale. Autre point important aussi, chacun de ces points en fait là que je décris vraiment à grands traits, ils sont développés dans le livre, chacun dans un chapitre en fait. Vous avez la culture matérielle bourgeoise. Il faut bien comprendre que on peut considérer que la société de consommation, la culture de consommation actuelle, c'est en quelque sorte l'universalisation d'un mode de vie qui était réservé au XIXe siècle à la bourgeoisie et à l'aristocratie. Et qui est en fait une situation typique d'un marché, d'une société libérale, le fait de prouver son être par l'avoir. Vous allez, en tant que bourgeois, prouver votre qualité non pas en vertu de votre arbre généalogique et du fait que votre ancêtre, voilà, vous descendez voilà, de Saint-Louis et que vous êtes issu d'une très grande famille aristocratique. Vous allez prouver votre valeur sur le marché, on arrive sur une société libérale, société de marché, en signifiant votre valeur et en la signifiant notamment par un système possessif, par un système d'objets que vous allez mettre en scène. D'où, dans la bourgeoisie, l'importance vraiment déterminante que l'on confère aux objets, à la vêture, aux intérieurs, avec parfois un salon d'apparat qui est séparé du salon privé, qui est vraiment lié à l'intimité. Et d'où tout un ensemble de choses là dans l'histoire des objets, tout un ensemble de codes qui ont pour but de signifier, de sursignifier la richesse et le bon goût. Vous voyez là par exemple, vous avez une photographie qui illustre bien cette mécanique dans le fait que on va, pour sursignifier son bon goût et sa richesse, non seulement accumuler tout un ensemble d'objets dans des espaces exigus, comme ici dans le cas de la petite bourgeoisie, mais en plus la sursignifier en surajoutant des étoffes, tout un ensemble de tentures voilà, qui rajoutent à la richesse. Alors, le point, l'autarcie
psychologique qui était celle de la paysannerie jusqu'au 19e siècle et qui va peu à peu être percée. Elle est percée non seulement parce qu'il y a un développement de l'urbanité, des villes, une concentration démographique, une industrialisation, il y a tout un ensemble de facteurs qui relèvent de l'histoire économique, mais il y a un pan de la réflexion qui est vraiment extrêmement importante, qui est le développement des médias et le développement de l'image de masse. En fait, à partir du moment où vous vivez dans une société pré-médiatique et vous êtes inséré dans une communauté de producteurs, paysans, comme ça, ce que vous connaissez du monde, c'est tout simplement ce qu'on vous en a raconté et ce que vous en avez vu. Et ce que vous voyez du monde début, milieu 19e siècle, c'est ce que vous voyez autour de votre village, de votre maison, à quelques kilomètres à la ronde. Et en fait, vous avez une très grande difficulté à vous projeter dans ce qui n'est pas votre expérience ici et maintenant, parce que vous n'avez pas de point de repère et vous n'avez pas comme ça toute une imagerie de masse qui vous arrive pour vous déraciner et pour vous faire fantasmer, voyager et prendre comme point d'émulation un ailleurs véritablement lointain. Donc, pareil, en anthropologie historique, on a des témoignages de tout ça, comme par exemple, si je me rappelle bien, en 1830, des soldats français qui arrivent sur l'île d'Oléron et qui notent les questions que leur posent les insulaires, et on leur dit notamment comment vous faites, vous, sur le continent pour manger, puisque vous n'avez pas accès aux poissons. Vous voyez, l'incapacité à se figurer l'autre et d'autres modes de vie. Ça, c'est typique de l'autarcie psychologique, euh, expression qui a été inventée par Eugene Weber dans son fameux livre sur la fin des terroirs. Autarcie psychologique, donc, qui va être anéantie par l'émergence de l'imagerie de masse. Alors, l'imagerie de masse, ça va être tout d'abord, ça a été longtemps la xylographie, mais justement, ce n'était pas une imagerie de masse. On a eu des xylographies, c'est-à-dire des reproductions, des gravures, qui ont circulé à d'autres colporteurs souvent, dans toute la France à partir du XVe siècle, XIVe, XVe siècle, jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle. Sauf que c'était un artisanat, c'était pas une industrie. La reproduction des images à l'époque, c'était quelque chose qui était vraiment lié à une technique qui était très limitante parce on devait reproduire vraiment mécaniquement à la main. Il s'agissait en fait d'imprimer sur des panneaux de bois des feuilles, et donc c'était vraiment un artisanat laborieux. C'était quelque chose en plus. On apposait en fait la xylographie, ça consiste en ça. On apposait sur des grands panneaux de bois des pages blanches. On mettait de la peinture, enfin de l'encre noire sur ces panneaux de bois pour imprimer. Mais ces panneaux de bois, en fait, il fallait les sculpter soi-même. C'était vraiment un artisanat assez coûteux et laborieux. Ce qui se passe au 19e siècle, c'est qu'on a tout un ensemble d'innovations technologiques, lithographie, chromolithographie. Je ne reviendrai pas sur le détail, je ne ferai pas d'histoire technologique ici, mais en fait, ça va décupler la capacité que vont avoir les hommes, et notamment les marchands, d'imprimer des images et de les diffuser gratuitement parce que les coûts de production vont s'effondrer. Donc, à la fin du 19e siècle, vous allez pouvoir imprimer des millions d'images à un coût relativement réduit. Et en plus de ça, vous avez en face des grandes entreprises qui se forment et qui accumulent du capital de manière inédite. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité, pour la première fois, ces grandes entreprises, puisque les entreprises sont des entités très réduites jusqu'au 19e siècle, c'est au seconde moitié du 19e siècle qu'émergent les premières très grandes entreprises. Ces premières très grandes entreprises, elles ont ce pouvoir de s'affranchir de distance et d'accumuler tout un ensemble de capitaux. Et les capitaux financiers vont pouvoir les transformer en capital symbolique à travers l'impression d'images et la diffusion d'images. Et là, on rentre dans l'ère de l'image, où vous avez par exemple des marques de chocolat, des marques de grands magasins qui vont imprimer ce qu'on appelle des images ou des chromolithographies et qui vont les diffuser comme ça partout à travers les pays, à travers la France notamment et ses campagnes. Et donc, fin 19e siècle, vous allez retrouver avec une première génération de personnes qui vont grandir avec des images de l'ailleurs. C'est-à-dire que les petits Français nés fin 19e siècle, ils vont avoir accès à des images de la ville, des images du lointain, d'autres pays, d'autres contrées, avec des petites images qui vont circuler. Et en fait, ce qu'on appelle le placement produit, qui est souvent vu comme une invention récente, parce qu'en fait, le marketing, c'est vraiment quelque chose d'amnésique, et quand on en parle, on réinvente toujours la poudre. Donc, vous voyez, quand on lance des séries
télévisée et que c'est une série télévisée qui est produite par Apple et qu'on voit des Apple partout, on peut faire des articles dans la presse pour parler de la réinvention du placement de produits. Effectivement, c'est du placement de produits. Mais le placement de produit, en fait, c'est quelque chose qui n'a pas attendu l'invention des séries télé, de la télévision, ni même du cinéma. On en a dès les premières technologies de reproduction massive de l'image, avec notamment ces chromolithographies, ce qu'on appelle les images d'Épinal, par exemple. Ça a été la reproduction enfin, la constitution d'espèces de bandes dessinées comme ça, qui étaient parfois commanditées en sous-main par des marques pour placer leurs produits. Alors, je reviens donc à cette autarcie psychologique et à la communauté imaginée. On a donc une première génération de consommateurs qui va pouvoir se projeter. Et les dispositifs à même qui leur permettront de réaliser ces projections vont se multiplier, c'est-à-dire que on a tout d'abord les chromolithographies, lithographies, les magazines de masse. Premier magazine de masse aux États-Unis qui passe le million d'exemplaires fin 19e siècle, début 20e siècle pour la France et l'Europe de l'Ouest. Tout ça va colporter des images d'ailleurs et des comportements de consommation. Ce qui fait que, par exemple, moi qui serais un paysan français du début du XXe siècle, je vais pouvoir lire à travers les magazines, à travers ces reportages, ces images, et en apprendre plus sur comment vivent les grandes bourgeoises parisiennes, par exemple. Et donc, je vais pouvoir me mettre à fantasmer un ailleurs. Et donc, ça va alimenter un imaginaire de consommation. Alors, 3 fonctions ici dans le diaporama, dans la diapositive que je vous propose. L'éducation à la consommation, l'implémentation d'un imaginaire social favorable à la consommation et la normalisation de la marchandise. Ce sont en fait les 3 fonctions que l'image largement, mais le magazine plus précisément, vont remplir en fait fin 19e, début 20e siècle pour bâtir une culture de consommation. Aujourd'hui, on a tous une culture de consommation, c'est-à-dire qu'on connaît tous des centaines de marques réparties dans des tas de catégories différentes. On connaît tous certains produits et leur mode de fonctionnement sans forcément les utiliser régulièrement, parce qu'on est socialisé dans cette culture de consommation, et cette culture de consommation, elle est irriguée et animée par des marchands qui investissent en publicité pour faire circuler ces objets, ces signes, ces images et ces modes d'emploi en quelque sorte. Et en fait, l'industrie du magazine qui émerge fin 19e siècle, ça va être très intéressant pour ça, parce que ça va être des espèces de manuels d'éducation à la consommation qui vont permettre aux gens de se familiariser à des choses, à des objets, avant même qu'ils ne les voient véritablement. C'est-à-dire avant même qu'un grand magasin ouvre dans une petite ville et qu'il puisse être en possibilité, en capacité de se servir d'un objet, ils vont connaître l'objet par sa circulation symbolique dans les magazines et ils vont construire une culture de consommation préalable. Deuxième chose, on a l'implémentation d'un imaginaire social favorable à la consommation. Vous voyez là à l'image, vous avez une vieille publicité des années 20, si je me rappelle bien, Bond, où vous avez typiquement ce qu'est l'imaginaire publicitaire de la première moitié du XXe siècle, des années 1910-1920, le moment où en fait les publicités deviennent très imagées, jusque dans les années 50-60 et le mouvement contre-culturel. Les publicitaires ressemblent beaucoup à ça, c'est-à-dire on vous fixe un point d'émulation, c'est la grande bourgeoisie. Et en fait, dans cet imaginaire publicitaire, tout va très bien, il n'y a pas de conflit de classe, et vous avez des bourgeoises comme ça qui se font servir joliment par des petites soubrettes. Des chercheurs ont analysé ces images et ils ont relevé que dans les années 20, dans les publicités, dans leur extrême majorité, les servantes qu'on peut voir dans ces publicités sont des jeunes femmes blanches des années 20, alors qu'en fait, dans l'Amérique de l'époque, la servante typique, c'était au contraire une vieille femme noire. Là, ça participe typiquement d'un imaginaire de consommation qui est puissamment irréaliste. Hein. Le but de cet imaginaire et de ces images publicitaires, ce n'est pas de représenter de manière réaliste comme ça l'état d'un marché, l'état sociologique d'un marché et d'un pays. C'est de donner à rêver et de fixer comme point d'émulation la grande bourgeoisie. Et enfin, on a une troisième fonction qui est la normalisation de la marchandise. Vous voyez, vous avez une photo de bicyclette là. En fait, dans les années 1890, il était tabou pour les femmes des pays occidentaux de circuler à bicyclette parce que les réactionnaires, les conservateurs considéraient que c'était des objets qui pouvaient être utilisés à des fins de masturbation et qui étaient un grand péril pour la civilisation, puisque ça allait détourner les femmes de leur fonction primordiale qui est d'être des reproductrices et des mères. Et alors, on avait beau faire la publicité autour de ces bicyclettes, ce tabou restait en place. Et ce que les chercheurs ont montré à travers des analyses de titres de presse,
et de récits de presse, c'est qu'il y a eu tout un ensemble de reportages dans les magazines qui sont venus adoucir ces peurs, qui sont venus réfréner ces peurs et qui ont tissé tout un ensemble de récits sur la bicyclette, des récits bien bourgeois où vous avez deux jeunes bourgeois qui se rencontrent à vélo et qui forment une belle famille bourgeoise et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et les chercheurs, donc vous avez référence dans le bouquin, les chercheurs ont montré qu'il y a eu une explosion de ce type de récit dans les années 1890 au moment où il y avait ces scandales et cette peur et un effondrement par la suite. Ce qui illustre bien le rôle de normalisation de la marchandise. Alors, communauté imaginée, vous allez avoir en fait la possibilité, grâce à cette culture de consommation et cette culture d'image, de vous projeter dans un lointain, et vous allez vous identifier, ça c'est vraiment révolutionnaire, vous allez pouvoir vous identifier à un groupe social qui n'est pas celui de votre naissance, de votre socialisation primaire. Donc typiquement, la jeunesse, la culture jeune, c'est quelque chose qui date de cette apparition médiatique, parce que jusqu'alors, vous n'apparteniez pas à une génération, vous appartenez à une communauté ancrée géographiquement, localisée. Là, avec l'émergence des médias de masse, vous allez pouvoir vous identifier à des jeunes du monde entier ou de l'Occident tout entier, à travers des images, à travers des films, etc. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle en marketing la segmentation, c'est-à-dire l'enfermement de tout un ensemble de groupes de population dans des imaginaires ségrégés, dont la jeunesse, qui va développer ses propres codes. Alors, je termine par une dernière phase du diapo, parce qu'en fait, là encore une fois, je vais aller très vite, hein, on peut considérer qu'on a deux générations vraiment qui illustrent bien une nouvelle mentalité de consommation qui émerge. C'est la génération des années 20. Pourquoi? Parce qu'elle est née dans les années 1890-1900, au moment justement où émerge l'imagerie de masse et la possibilité de se projeter dans un ailleurs. Et vous avez une deuxième phase qui est la phase des années 60, où vous avez tout un combat dans les mœurs et les mentalités, avec l'émergence de la nouvelle gauche et notamment d'un anticonformisme qui s'oppose à une espèce de rigidité victorienne, c'est-à-dire le conformisme de l'homme au complet gris, le conformisme d'une société bureaucratisée, centralisée, qu'elle soit capitaliste ou socialiste d'ailleurs. Et c'est en rébellion par rapport à ce maître concept, ce maître mot de l'aliénation, que une partie de cette jeunesse va s'opposer. Et avec le recul, en fait, on se rend compte que cet anticonformisme, on peut considérer que, et cette volonté de se rebeller contre un ordre vraiment assez froid, statique, bureaucratique, etc., il a été intéressant pour les marchands et pour les marques, parce que ces marchands et ces marques ont adopté la posture du rebelle. En fait, c'est pour ça que mon bouquin, je le termine dans les années 60-70, les Long Sixties, parce que au final, tous les fondamentaux se posaient à partir de là, et notamment en termes de rhétorique publicitaire. La rhétorique publicitaire qui est dominante depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, c'est la rhétorique de la marque vraiment rebelle, qu'atypique Apple, qui est une marque enfant vraiment de ces années-là, des années 70. Apple pensait différemment, ne soyez pas des moutons, ne consommez pas de PC, prouvez votre individualité, votre irréductible individualité par la consommation, différenciez-vous. Et ça, c'est vraiment resté notre paradigme. Le grand message de beaucoup de marques aujourd'hui, notamment des marques liées à la mode, au prêt-à-porter, etc., c'est la rébellion, l'anticonformisme, etc. Et voilà, et tout ça, vraiment, c'est un nœud qui émerge pas mal dans les Long 60s, donc entre 57 et début des 70. Et alors voilà, ensuite, je ne vais pas un peu sortir là-dessus, mais il y a tout un débat qui est ouvert en histoire de la consommation et du marketing là-dessus. À quel point les publicitaires ont retourné leur veste, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont vu que les contre-cultures jeunes passaient sur une logique de conformisme à une logique d'anticonformisme et ils ont modifié leur rhétorique. Et vous avez d'autres chercheurs comme Thomas Frank qui sont plus convaincants à mon sens, mais il y a assez peu de recherches sur le sujet, donc c'est difficile de conclure là-dessus. Thomas Frank, dans The Conquest of Cool, explique qu'en fait, cette apologie de l'anticonformisme, c'est pas venu des mouvements contre-culturels, c'est venu avant ça, fin des années 50, par une nouvelle génération de publicitaires, notamment ceux qui ont construit la fameuse campagne pour Volkswagen fin des années 50 sur la coccinelle, qui ont impulsé en fait ce désir d'anticonformisme. Et ce désir d'anticonformisme, d'après certains chercheurs, il naît dans la publicité et à la télévision. Et ensuite, il est repris par une nouvelle génération qui a été biberonnée à la publicité et à la télévision. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vais m'arrêter là.
Merci beaucoup, merci mille fois Anthony Galuzzo pour cette présentation non seulement très intéressante, très importante à mon avis dans la discussion qui va suivre. Ce sont des jalons indispensables que vous nous avez posés là et puis très clairs et on vous en remercie vivement. Je rappelle, hein, vous êtes que je dise pas de bêtises, maître de conférence voilà, à l'université de Saint-Étienne et chercheur au laboratoire de recherche Coactis. Et auteur de ce livre dont on a parlé qui s'appelle Histoire de la fabrique du consommateur aux éditions Zone, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Juste un mot par rapport à ce qu'on vient de voir. Vous nous montriez à l'instant combien cette société de consommation qui nous entoure est totalement liée avec la société médiatique aussi dans laquelle nous sommes. Est-ce que ça veut dire d'une certaine manière qu'on n'en sortira jamais de la société de consommation ? On va parler tout à l'heure d'autres manières de consommer, de nouveaux regards, de nouvelles façons de consommer. Ça reste tout de même dans un cadre très conscrit de notre société actuelle qui, selon ce que vous nous montriez là, en fait, on ne va pas changer du tout au tout non plus. Euh, alors, je vais éviter de m'exprimer sur l'avenir parce que je ne fais pas de pari sur l'avenir. Par contre, pour juger de l'histoire récente, ce qu'on observe, c'est des exponentielles. Et pour prendre simplement deux variables qui sont la masse de produits consommés, la masse de produits échangés via la conteneurisation, par exemple, à travers le monde, donc la masse de conteneurs qui s'échangent par tonnes comme ça, d'année en année. Quand on observe ces courbes, et aussi la masse de produits, enfin, de dispositifs qui nous permettent d'échanger un volume toujours plus important d'images. Quand vous êtes dans les années 90 et que vous êtes fan d'un groupe de rock, par exemple, vous pouvez essayer de scruter le programme télévisé pour voir à quel moment ils vont passer sur quelle chaîne, etc. Mais il n'y a que 6 chaînes. Vous pouvez essayer de scruter les magazines pour savoir quelle va être quand va être leur apparition. Aujourd'hui, vous sortez le smartphone et vous avez toute leur clipographie, leur discographie et une multitude, des millions d'images comme ça qui circulent sur Google Images et sur tous les réseaux sociaux, actualisées en temps réel, seconde par seconde. Donc, ce rapport que j'ai fait entre la masse d'images, ce qu'on donne à voir et ce qu'on donne à consommer, et la médiation étant ce qu'on donne à désirer, voilà ce que je vois. Je vois quelque chose qui m'intrigue, j'aimerais le posséder. Pour alimenter ce désir, il faut pouvoir observer quelque chose qui n'est pas là, qui n'est pas en coprésence. Si on se base là-dessus, effectivement, on a de plus en plus d'objets à désirer, de plus en plus d'objets qui circulent, et on peut les atteindre avec de plus en plus de facilité. Donc oui, effectivement, si on est dans une optique décroissante, là, je ne suis pas tout à fait optimiste. Non. Effectivement. Et peut-être peut-être un mot en lien, Aurélia Gualdo. Je rappelle que vous êtes doctorante en anthropologie et très intéressée sur les questions de l'habillement et de la mode. Alors là, s'il y a bien une industrie de consommation qui est très liée à l'image, c'est bien la mode. Alors, est-ce que c'est le point de départ de tous nos problèmes, ce lien entre la mode et toutes les belles images qu'on y associe? Euh, Je sais, oui, sûrement, c'est forcément lié. Enfin, il y a forcément un lien entre la surconsommation et les images de mode en masse. Après, pour rebondir sur ce qui a été dit, je trouve ça très intéressant. C'était vraiment intéressant. Enfin, ça donne envie de lire le livre. Et enfin, avec Isabelle, on a fait pas mal de conférences sur la consommation justement. Et ça revient du coup à ce que vous disiez un moment sur, je sais plus, sur justement dans les années 60, le fait qu'on vient à tout un anticonformisme, etc. La consommation, c'est un peu ça. Et du coup, comment on fait pour sortir justement de tous ces prismes, un peu tous ces mécanismes capitalistes et marketing en fait, qui visiblement sont décrits, qui ont été décrits là précédemment, pour trouver justement des alternatives. Est-ce qu'on doit parler de consommation justement, puisque nous souvent ce qu'on dit c'est consommer, c'est voter en fait. Mais voilà, peut-être vous pouvez rebondir là-dessus.
On va en avoir un rebond immédiat avec l'intervention juste après de Aurélien Dumont, mais effectivement, Anthony Galuzzo, alors vous nous disiez, vous, avant, en tant que chercheur, c'est voilà, une observation de tout ça, mais pas une prise de position. Non, c'est la raison pour laquelle je vais avoir du mal à répondre à cette question, puisque justement, je suis très peu porté sur l'action. Moi, je suis une caricature de chercheur ermite dans ses bouquins et ses archives. Et du coup, j'ai développé assez peu de réflexion sur tout ça. Euh, alors, par contre, à mon sens, quand bien même on arriverait à développer des comportements de consommation plus durables et plus sains au sein, par exemple, de la bourgeoisie occidentale, il ne faut pas oublier que le gâteau grossit énormément, c'est-à-dire que vous avez chaque année des millions de nouveaux consommateurs qui arrivent et qui adoptent comment dire, des modes de consommation qui sont celles des pays occidentaux, développés, etc. Vous avez notamment la classe moyenne et les classes supérieures chinoises qui se développent fortement. Pour prendre ne serait-ce qu'un seul phénomène, le fait d'avoir par exemple des gens qui consomment moins de viande pour des raisons éthiques et écologiques dans les pays occidentaux. Mais sauf qu'en face, vous avez dans des pays comme l'Inde et la Chine, dans des pays à démographie beaucoup plus puissante, des gens qui en consomment de plus en plus, dans des proportions qui sont sans rapport. Donc la difficulté de la chose, c'est qu'effectivement, on peut développer une éthique et une politique du durable à l'échelle locale, parce que c'est à peu près la seule chose sur laquelle on a un relatif pouvoir, mais un pouvoir quand même relativement immédiat. Sauf que c'est des choses qui se développent à l'échelle mondiale et sur lesquelles on a finalement assez peu de prise directe. Parfait. Et je vous en remercie, Anthony Galuzzo. Vous restez bien sûr avec nous.